Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo retraçant l'histoire de New Japan Pro Wrestling. Pourquoi cette vidéo? Déjà parce que j'adore New Japan, j'adore le catch old school, qu'il soit américain ou japonais, mais là on va se contenter de parler de l'histoire de New Japan. Cette vidéo a pour but de vous montrer l'histoire de New Japan, ce par quoi elle est passée pour devenir la compagnie qu'elle est aujourd'hui. Peut-être la compagnie qui fait le plus l'unanimité ou celle qui fait le moins débat, peut-être. Ça, c'est une autre histoire. Et éventuellement, vous donner envie de regarder un peu de Catch All School et de vous aiguiller sur ce qu'il faut voir éventuellement pour commencer, que ce soit durant les différentes décennies. Donc la structure de la vidéo, je vais rassembler les décennies entre elles, ensemble, pardon. Parce que si je commence à détailler année par année, la vidéo va durer 35 jours et ça va pas être agréable à suivre. Donc je vais rassembler les années 70, les années 80, les années 90, les années 2000. Je vais faire un tir groupé pour parler de manière générale des décennies. Et je m'attarderai un petit peu plus sur les années 2010. Parce que si vous vous intéressez à New Japan, ce sont les années que vous connaissez le mieux, certainement. Donc je détaillerai un petit peu plus. Donc voilà, on va commencer la vidéo par le début. New Japan Pro Wrestling, qui est donc compagnie qui a été fondée par Antonio Inoki en 1972. Antonio Inoki, qui faisait partie avant d'aller fonder la New Japan Pro Wrestling de la Japan Pro Wrestling Association, qui était la plus grande compagnie de catch au Japon, qui a commencé à souffrir de la concurrence de l'International Wrestling Enterprise et qui va connaître des soucis financiers. Et Antonio Inoki à cette époque avait soumis quelques idées pour rendre le produit un peu plus intéressant, mais qui ne va pas être écouté. Donc du coup, Antonio Inoki va partir pour la deuxième fois de la Japan Pro Wrestling Association et il va fonder la New Japan Pro Wrestling en 1972. Et puisqu'il va avoir les pleins pouvoirs, il va modeler sa compagnie comme il va le vouloir. Donc il va mettre en avant le Strong Style, qui va être la base de New Japan Pro Wrestling de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, même si aujourd'hui on en voit assez peu. Donc le strong style, qu'est-ce que c'est, pardon? Le strong style, c'est pour faire très simple, intégrer des techniques de combat dans un match de catch. Par exemple, Antonio Inoki est un karatéka. Voilà. Donc s'il utilise des techniques de karatéka dans ses matchs de catch, ça devient du strong style. Donc un combattant qui utilise un art martial, des techniques d'art martial dans un match de catch, c'est ce qu'on appelle du strong style, que ce soit du judo, de la kickboxing, de la capoeira, peu importe. Et donc beaucoup de gens se méprennent aujourd'hui sur le terme strong style. Strong style, ce n'est pas juste frapper son adversaire le plus fort possible. Tomohiro Ishii, par exemple, aujourd'hui ne fait pas du strong style. Tomohiro Ishii est stiff, il est tough, mais ce n'est pas du strong style. Kota Ibushi, par exemple, dans certains de ses matchs, quand il se met à utiliser ses strikes de kickboxer, là on rentre dans du strong style. Il a la garde levée, il frappe au corps, il frappe au visage. Il utilise son background de kickboxer. Là, on rentre dans ce qu'on appelle le strong style. J'ai pris l'exemple de Tomohiro Ishii, mais on peut également parler d'un gaijin qui s'appelle Vader. Vous connaissez certainement Vader. Vader et Tomohiro Ishii partagent le côté stiff dans le combat, et pourtant on n'a jamais dit de Vader qui faisait du strong style. On parlait de Vader comme un gros stiff, et c'est le cas puisqu'il n'utilise pas de technique d'art martial. Donc pas de strong style. Donc voilà pour la petite parenthèse de Strong Style. Et Antonio Inoki va également partir de la Japan Pro Wrestling Association avec quelques lutteurs qui vont l'aider à fonder la base de son roster, et notamment Tatsumi Fujinami, que j'ai mis en photo en bas à droite, qui va incarner la division Junior Heavyweight. Donc les Junior Heavyweight, ça rapporte bien une catégorie de poids et non pas une catégorie d'âge. En tout cas au Japon. À la même époque, aux États-Unis, les plus grandes compagnies avaient également des titres Junior Heavyweight. Et ça rapportait également à une catégorie de poids et non pas une catégorie d'âge. Après, peut-être qu'aux États-Unis, dans certains petits territoires, les titres Junior, c'était peut-être pour
les catcheurs plus jeunes. Mais au Japon, et majoritairement aux États-Unis, mais là on parle du Japon, les junior heavyweight rapportent bien une catégorie de poids. Donc Tatsumi Fujinami va incarner la division de junior, l'une des premières divisions de junior à être mise en avant, bien exposée. Et il va être la première star de ce style de lutte plus dynamique. Et New Japan Pro Wrestling va plutôt bien se porter lors de ses premières années. Et en 1976, vous pouvez le voir sur l'image, Antonio Inoki va défier Mohamed Ali dans le premier combat de MMA de l'histoire. Donc du coup, le MMA, c'est, à la base, ce sont deux combattants d'un style différent qui s'affrontent. Voilà. Ça peut être un karatéka contre un boxeur. Là, avec Antonio Inoki, on rentre dans cette catégorie, mais Antonio Inoki est plus estampillé catcheur. Donc là, on va parler d'un catcheur contre un boxeur. Donc vous pouvez trouver le match assez facilement sur YouTube ou sur d'autres plateformes, mais le match n'est pas terrible et c'était pas le but du combat. Le but du combat, la démarche, c'était de donner une crédibilité au catch japonais et à sa compagnie, et à lui-même par extension. C'était de dire, d'accord, on fait du catch, nous, mais on n'est pas juste des chorégraphes, entre guillemets, on est des combattants légitimes, on doit être pris au sérieux. Donc le combat va se terminer par un match nul, il n'y aura pas de vainqueur, mais le point n'était pas là, le point c'était de vraiment crédibiliser le catch comme un sport vraiment légitime. On n'est pas des brels, on est de vrais combattants qui doivent être pris au sérieux. Donc sur ce point, c'est plutôt réussi. Donc voilà, en gros, pour faire simple, ce qui se passe dans les années 70. Si vous devez suivre un lutteur dans la catégorie poids lourd, c'est vraiment Antonio Inoki, qui est le meilleur représentant de New Japan Pro Wrestling. Et dans la catégorie des juniors, Tatsumi Fujinami, qui a été la première star des juniors heavyweight. Ensuite, on passe aux années 80, qui vont commencer avec Riki Choshu. Riki Choshu, l'un des lutteurs les plus influents de toute l'histoire du catch, et encore plus quand on se limite au catch japonais. Riki Choshu, il va prendre, c'est le lutteur en haut à gauche, il va prendre les rênes du booking chez New Japan Pro Wrestling au début des années 80, et il va moderniser le catch poids lourd chez New Japan Pro Wrestling, qui était un peu stéréotypé, lutte au corps, on se fait des clés pour amener l'adversaire au sol, jusqu'à trouver des ouvertures, amener au move un peu plus puissant. Donc ça faisait pas forcément du catch, un produit très abordable au départ, parce que c'était des matchs assez lents, assez longs. Et Choshu va moderniser un peu tout ça quand il va prendre les rênes du booking. Il va demander aux poids lourds de catcher un petit peu plus vite, un peu à l'image des juniors, et avec un côté plus stiff. Voilà, pour mettre un peu plus l'emphase sur l'action plutôt que sur la construction des combats. Alors je fais de gros raccourcis quand je dis ça, mais ça donne un produit un peu plus digeste à suivre quand on regarde des shows dans leur intégralité. La star des années 80 va être Tatsumi Fujinami en haut à droite. Là, celui qui était la star des junior heavyweight dans les années 70 va passer poids lourd au début des années 80. Et par son côté très intense, très dynamique dans le ring, il va être la grosse star de la New Japan Pro Wrestling des années 80. Ça va être le meilleur lutteur si on prend la décennie en entière, pardon. Ça va être le meilleur lutteur de la décennie. Il va profiter du retrait progressif d'Antonio Inoki des rings pour vraiment devenir la méga star de New Japan Pro Wrestling. Sa montée dans la catégorie poids lourd va libérer de la place chez les junior heavyweight pour Tiger Mask, qui va avoir une énorme influence sur le monde du catch. J'aurais pu mettre Grand Hamada, qui a passé plus de temps chez New Japan Pro Wrestling, mais je pense que vous connaissez davantage Tiger Mask. Tiger Mask qui ne reste pas très longtemps, je crois qu'il part en 83 de chez New Japan. Mais durant ces quelques années, il aura eu le temps de marquer de son empreinte la compagnie, la division de junior. Il aura notamment une suite de combats contre Dynamite Kid, qui a été saluée par les critiques déjà à l'époque, qui aujourd'hui fait office d'un peu de référence dans le catch junior. J'ai également mis en photo Hulk Hogan,
Pourquoi Hulk Hogan? Juste pour l'anecdote, parce que Hulk Hogan est le premier champion poids lourd de New Japan Pro Wrestling. Il a remporté le titre en 82 ou 83, je sais plus, 83 je crois. En finale d'un tournoi qui est l'ancêtre du G1 Climax. Il a battu Antonio Inoki par KO en finale du tournoi pour devenir le premier champion poids lourd de la compagnie. Il va ensuite perdre le titre contre Antonio Inoki un an plus tard. Et donc Antonio Inoki va rendre inactif ce championnat en 1987 pour devenir le dernier champion IWGP poids lourd de cette version et devenir ensuite le premier champion poids lourd IWGP sur le championnat que vous connaissez aujourd'hui, le championnat qui est détenu aujourd'hui au moment où j'enregistre par Kazuchika Okada, pardon. Et c'est donc pour ça, pour l'anecdote, que Antonio Inoki apparaît dans le petit clip d'avant-match pour le titre poids lourd IWGP et pas Hulk Hogan. Voilà, Hulk Hogan, premier champion poids lourd de l'histoire de New Japan, mais c'est pas le même championnat. C'est exactement le même nom, mais c'est pas le même championnat. Alors, je sais pas pourquoi Antonio Inoki a décidé de changer de titre, entre guillemets, alors que ça s'appelle de la même manière. J'ai pas trouvé cette info. Donc voilà pour les années 80. Les années 80 se portent bien pour le Japan et qui vont connaître un boom. En 1986, j'ai pas mis de la photo, mais en 1986, Akira Maeda va fermer sa compagnie qui s'appelle l'UWF. Et lui et sa clique vont venir chez New Japan Pro Wrestling. Et Antonio Inoki, qui était toujours le patron de la compagnie, bien que Shoshu avait les rênes du booking, quoique au milieu des années 80, Shoshu va partir chez All Japan et revenir ensuite. Donc je pense que quand Maeda arrive avec sa clique de shooter, parce qu'il faisait du shoot style chez UWF, Antonio Inoki a décidé de leur donner un gros push et de faire le premier angle d'invasion de l'histoire. UWF envahit New Japan Pro Wrestling en 1986. Ça va donner de super matchs. Je vous conseille de regarder un maximum de matchs de cette période UWF contre NJPW. Ça va durer 2 ans, je crois 88, jusqu'à ce que Maeda et sa clique repartent pour reformer une UWF, la UWF Reborn. Et ça va très bien marcher pendant qu'ils seront chez New Japan Pro Wrestling pendant 2 ans. Durant cette période, on va aussi avoir les débuts de Vader en tant que gros gaijin heel durant l'année 87. Et Vader en 87 va défier, lors de son arrivée, Antonio Inoki, donc un peu la légende, hein, le pape un peu de New Japan. Et Vader va battre Antonio Inoki au Sumo Hall, et c'est très important, Sumo Hall qui est l'une des salles fétiches de New Japan Pro Wrestling, où ils ont fait beaucoup de shows là-bas. C'est un peu leur salle, un peu comme la Hammerstein Ballroom pour la ECW, hein, c'est vraiment leur salle à eux. Bien qu'ils se déplacent également dans tout le Japon, mais c'est vraiment la salle, quand on pense New Japan à l'époque, on pense Sumo Hall. Et Vader va battre Antonio Inoki dans cette salle, une salle acquise à la cause d'Antonio Inoki. Et ça va provoquer un riot, et ça va très mal se passer. Et la New Japan Pro Wrestling va se faire exclure du Sumo Hall et pendant 2 ans. Et ça, c'est quand même pas banal. À cause du riot, la salle ne voulait plus accueillir New Japan Pro Wrestling. Et ça va durer 2 ans, jusqu'en février 89. Ensuite, ils vont avoir l'autorisation de revenir. Mais je trouve que c'est quand même pas mal comme anecdote. Donc, pour conclure sur les années 80, je vous invite à regarder les matchs UWF contre New Japan Pro Wrestling et à regarder Tatsumi Fujinami sur toute la décennie. Voilà, c'était le meilleur catcheur de la compagnie. Et je vais finir avec une citation de Bret Hart à la fin de sa carrière, enfin après sa retraite, qui a déclaré: j'ai toujours voulu être le lutteur qu'était Tatsumi Fujinami. Voilà. Juste cette déclaration, ça vous pose un peu qui était Tatsumi Fujinami. Mais ensuite, le produit va s'essouffler chez New Japan Pro Wrestling, et donc la New Japan Pro Wrestling va rentrer dans une phase de transition où ils vont avoir besoin de sang neuf. Et c'est donc là qu'on va passer aux années 90. Donc derrière, on passe aux années 90, la décennie suivante, les années 90. Et comme je vous l'ai dit, le business NJPW était un petit peu down à la fin des années 80. Donc ils vont commencer à pusher un peu du sang neuf.
Vader, qui était déjà une star, va être associé à Bam Bam Bigelow, pour faire de Bam Bam Bigelow un gaijin heel dominant. Alors ça va pas forcément super bien se passer, en tout cas sur la durée. Et New Japan Pro Wrestling va rappeler ses meilleurs talents qui étaient partis en excursion un peu partout dans le monde, à savoir ceux qui vont représenter la compagnie durant toutes les années 90, les trois mousquetaires, Masahiro Chono, Shinya Hashimoto et Keiji Muto. Voilà. C'est vraiment autour d'eux que va s'articuler la division poids lourd dans les années 90. Les choses importantes dans les années 90, en 1991, va être créée la version moderne du G1 Climax. Ce tournoi avait un équivalent dans les années 80 et dans les années 70, qui n'avait pas lieu tous les ans. Parfois, il y a quelques années où le tournoi n'avait pas lieu. Et là, à partir de 91, le G1 Climax va être créé. Et aucune année ne se fera sans le G1 Climax. Le G1 s'appelait la première année le Great One, comme The Rock, le Great One. Et après, ce sera le G1. Exclusivement, le G c'est pour Great. Mais après, on passera sur G. Donc, pour vous faire un petit résumé un peu de chacun des lutteurs, Masahiro Chono, alors qu'il n'y avait pas encore cette gimmick quand il a commencé, mais qui va adopter cette gimmick au milieu des années 90. Alors cette espèce d'attitude très heel, un peu Yakuza. Lui qui va rejoindre la NWO et qui va également participer à des shows WCW, mais ça c'est pas très important. Ensuite vous avez Shinya Hashimoto. Alors Shinya Hashimoto c'est très étonnant. C'est peut-être celui qui a été, je pense que c'est celui qui était le plus titré des trois pendant que les trois étaient là. C'est celui qui a le plus trusté le main event durant les années 90. Durant la période dorée de New Japan. Et c'est celui qu'on oublie le plus souvent. Moi, je pense que c'est celui que j'aime le plus. C'est celui qui a le style de catch que j'aime le plus. Et beaucoup, très stiff. Les meilleurs coups de pied du business pour moi. Les coups de pied en plein dans la face. Donc voilà, grand oublié des années 90. Shinya Hashimoto, grand oublié des mousquetaires. Et ensuite, vous avez Keiji Muto, aka The Great Muta. Voilà, pas besoin de présenter, je pense que c'est celui qui est le plus connu aujourd'hui. Et vraiment, les années 90 vont s'articuler autour de ces trois-là. Mais d'abord, il va falloir les pusher. Et c'est là que rentre en action le G1 Climax. Riki Choshu, pour reparler de lui, était le booker dans les années 80. Il va partir au milieu des années 80, il va revenir à la fin des années 80. C'est lui qui va les rappeler, c'est lui qui va les pusher. Donc chose importante, Riki Choshu est le booker en chef de New Japan Pro Wrestling, donc lui il prend toutes les décisions. Et il va créer le G1 Climax. Et le G1 Climax n'a pas le format qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui vous avez deux blocs de 10 catcheurs. Mais à l'époque, lui il veut vraiment avoir l'élite. L'élite in kayfabe. Et donc vous n'allez avoir que 8 lutteurs, 2 blocs de 4. Et Riki Choshu va donc se mettre dans le bloc B avec Masahiro Chono, Shinya Hashimoto et Bam Bam Bigelow. Donc je rappelle, Riki Choshu qui était le booker en chef, il va se booker pour perdre tous ses combats, pour mettre les nouveaux visages en avant. Et il va pas faire semblant, il va prendre une défaite par tombée, une défaite par soumission et une défaite par KO. Donc voilà, comment créer des stars directement. Shinya Hashimoto, Masahiro Chono vont finir à égalité, ils vont avoir un espèce de match revanche pour déterminer qui va aller en finale. C'est Masahiro Chono qui va remporter ce match et aller défier en finale le vainqueur du bloc A, à savoir Keiji Muto. Et Masahiro Chono va remporter la finale et devenir le premier vainqueur du G1 Climax. Voilà, donc fait historique. Là pour l'arrivée de ces trois-là dans le premier G1 Climax de l'histoire. Derrière, il va avoir le second G1 Climax de 92. Et pour ça, je vais aussi parler un petit peu de All Japan, très rapidement, juste un petit aparté. Pour ce qui est peut-être pour ce qui est de manière sûre, assurément, le mois peut-être le plus historique du catch japonais, à savoir le mois d'août 1992. Qu'est-ce qui va se passer en août 1992 ? Mitsuharu Misawa, Masahiro Chono et Keiji Muto vont tous devenir champions du monde.
dans l'espace d'un mois. Voilà, c'est quand même pas banal. Pour parler de Mitsuya Misawa, rapidement, bon, alors, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais Mitsuya Misawa devient champion Triple Crown en 1992 à la All Japan en battant Jumbo Tsuruta. Jumbo Tsuruta qui est peut-être le lutteur le plus oublié quand on parle des plus grands de tous les temps. Parce que juste pour recontextualiser, Jumbo Tsuruta, il a été main eventer durant quasiment toute sa carrière à temps plein chez All Japan, c'est-à-dire de 73 je crois jusqu'à 92, donc près de 20 ans. Près de 20 ans dans le main event en faisant les meilleurs matchs de l'année, plein de 4 étoiles et plus tous les ans, quasiment le match de l'année tous les ans, et tout ça en étant adulé par les fans, très aimé, respecté, et en ayant traversé différentes éras. Donc voilà un peu l'influence, l'héritage de Jumbo Tsuruta, parce que si un lutteur US avait fait ce qu'avait fait Jumbo Tsuruta par exemple des années 90 à 2010 chez WWE, c'est-à-dire que le mec aurait été main eventer, aimé, en faisant des 4 étoiles et plus, voir le match de l'année, durant la fin des mecs super musclés, durant la New Generation, durant l'Attitude Era, durant la Ruthless Aggression, qui est plus un coup marketing qu'une vraie era pour moi, durant la PG Era. Donc si pendant 20 ans un Américain avait fait ça chez WWE, il serait, je pense, incontestablement considéré comme le plus grand de tous les temps. Donc que Jumbo Tsuruta, pour tout ce qu'il a fait, soit oublié quasiment systématiquement comme l'un des plus grands de tous les temps, ça me dérange un peu. Bon, après, c'est que moi, hein, mais voilà, je trouve ça assez étonnant. Donc voilà, Jumbo Tsuruta a fait tout ça, et Mitsuya Misawa va réussir à le battre. Donc bon, Misawa l'avait déjà battu avant, mais jamais pour le titre Triple Crown. Donc Misawa va le battre et va symboliquement devenir le numéro 1 de la compagnie. Donc voilà pour ce qui est de la All Japan. Misawa mis tout en haut du catch du japonais. Il va être rejoint par Keiji Muto qui va battre Tatsumi Fujinami, encore lui, pour le titre IWGP. Enfin, c'est pas Keiji Muto qui a battu, pour l'anecdote, Fujinami, c'est le Great Muta. Vous allez me dire, c'est pareil, c'est le même gars. Sauf que non, parce que dans les mois qui vont suivre, quand le Great Muta, qui a remporté le titre, va venir au ring, il va venir avec la ceinture de champion IWGP. Quand c'est Keiji Muto qui va venir au ring, il va venir sans la ceinture IWGP. Donc ça, c'est quand même pas banal. Ça fait très WWE dans l'esprit, hein. Ça, le mec un peu double personnalité. Et Masahiro Chono également va devenir champion du monde. Masahiro Chono va gagner le G1 Climax 92, Climax durant lequel va être en jeu la Big Gold Belt de NWA WCW. Il va devenir champion NWA. Masahiro Chono au terme du Climax 92. Le Climax 92 qui se déroule en format King of the Ring, c'est un format élimination directe. C'est pas le format que je préfère, mais voilà, Masahiro Chono va remporter ce tournoi en battant Rick Rude en finale de WCW. Un tournoi qui n'est pas terrible, hein. Je vous conseille pas particulièrement de le voir. Vous pouvez voir la finale. Moi j'aime bien la finale parce que je suis un grand fan des deux. Donc voilà, mais sinon, Max assez faible. Format pas terrible. À savoir que sur les 8 premières éditions du Climax de 91 à 98, il y en a 4 qui vont se dérouler en format de 2 blocs. Et il y en a 4 qui vont se dérouler en format élimination directe. Voilà, où tu progresses dans le tournoi. Tu passes les tours pour arriver en finale. Ça va durer jusqu'à 98. Et ensuite, à partir de 99 jusqu'à aujourd'hui 2019, on aura toujours des formats de 2 blocs. Voilà, sauf en 2000 où vous aurez 4 blocs. Voilà, petite singularité. Donc voilà pour les années 90 qui vont s'articuler autour des 3 mousquetaires. Également dans les années 90, Jushin Thunder Liger, qui va faire sa première décennie entière chez New Japan Pro Wrestling. Il aura déjà catché dans les années 80, la deuxième partie des années 80, mais ce sera pas sous cette gimmick. Voilà, ce sera sous son vrai nom. La gimmick a été créée en 89. Voilà, donc c'est la première décennie où on a réellement Jushin Thunder Liger.
Donc voilà, Liger, pas grand chose à dire, hein. Énorme influence sur le monde du catch poids léger, le plus grand poids léger de l'histoire, qui va catcher dans le monde entier. Vous voulez regarder du catch poids léger à l'époque, les années 90, Liger. Je peux vous conseiller également Otani, que j'aime beaucoup. Voilà, El Samurai aussi. Il y a des matchs contre Chris Benoit, Pegasus Kid. Il y a une Super G-Cup, je crois que c'est 94. Vous avez aussi Eddie Guerrero, Dean Malenko, je crois. Peut-être Tuco Scorpio aussi. Donc voilà, quand ils invitaient des poids légers étrangers, il y avait souvent de la qualité. Donc je vous invite à regarder ce genre de match. Et quelque chose que je ne connaissais pas, juste pour l'anecdote, un show a eu lieu en 1995, je l'ai appris pendant que je faisais des recherches sur les années 90. Je connais très bien les années 90 pour la New Japan Pro Wrestling, je connais très bien les années 90 pour la WCW, mais je ne savais pas que les deux compagnies avaient fait un show commun en Corée du Nord en 1995. Et ouais, c'est très étonnant. Je crois que alors c'est un show qui se déroule sur 2 nuits, un peu comme Wrestle Kingdom 2020, qui va se passer sur 2 nuits, sur 2 jours. Là, ça s'est passé sur 2 jours. Alors de mémoire, je crois que c'est les 28 et 29 avril, mais bon, les dates importent peu. Et vous allez avoir, lors du main event de la seconde nuit, Ric Flair contre Antonio Inoki. Donc pourquoi je parle de ce show qui était pas très bien, hein, qui était même nul, hein, je vais quasiment vous le dire. Pas besoin de regarder, vous pouvez regarder le main event parce que quand même c'est une grosse affiche, mais la qualité est pas vraiment au rendez-vous. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce show a officiellement, c'est ce show qui a officiellement rameuté la plus grande foule de l'histoire du catch, et je pense de l'histoire de tout sport de combat, je pense. Parce que, alors, officiellement, donc ça c'est à prendre avec des guillemets, avec des pincettes, pardon, officiellement, la première nuit s'est déroulée devant 165 000 spectateurs. La deuxième nuit s'est officiellement déroulée devant 190 000 spectateurs, ce qui est énorme. Après, officieusement, et je vais m'appuyer là-dessus sur les propos de Dave Meltzer dans sa newsletter, je vous mettrai une vidéo un lien qui vous ramènera vers l'article de Dave Meltzer. Alors on peut ne pas toujours être d'accord avec Dave Meltzer, moi le premier, mais pour tout ce qui est chiffres, etc., je pense qu'on peut lui faire confiance là-dessus. Alors lui, ce qu'il dit, et je pense qu'il est proche de la vérité, la première nuit n'a pas rameuté 165 000 spectateurs, mais 150 000, ce qui est déjà énorme. Et la seconde n'a pas rameuté 190 000 personnes, mais 165 000. Ce qui est quand même énorme. À titre de comparaison, 165 000, c'est 2 fois WrestleMania 3, qui n'est pas à 93 000 spectateurs, mais à 83 000. Donc c'est 2 fois la plus grande foule de chez WWE. F à l'époque. Ils ont fait une foule 2 fois plus grosse que le plus gros WrestleMania de l'histoire. C'est quand même assez fou. Et je vais vous mettre une vidéo, un lien vidéo, une vidéo YouTube d'un mec qui a fait une vidéo qui retrace l'histoire de ce show. Alors j'ai fait des recherches. Alors déjà, c'est très romancé, hein. Alors la vidéo commence par une fausse information parce qu'il annonce que c'est 190 000 personnes et c'est pas 190 000 personnes, spectateurs. La raison pour laquelle Antonio Inoki a monté ce show, après quelques recherches, il s'avérerait que c'est vrai. Voilà. Je vous laisse regarder la vidéo pour avoir plus d'informations. Par contre, j'ai pas fait des recherches sur toutes les infos qui sont données, notamment celle avec Scott Norton, l'anecdote Scott Norton. Si jamais vous avez la curiosité de faire des recherches et que vous trouvez des réponses, je vous invite à les mettre en lien dans les commentaires, ça m'intéresse. Ça m'intéresserait de lire ça. Donc voilà, pour la petite anecdote, Collision in Korea en 1995, voilà.
Ensuite, on va passer à la décennie suivante, on va passer aux années 2000. Les années 2000, qui vont commencer avec Antonio Inoki, qui va, pour redynamiser son produit, tenter de recréer ce qu'il avait lui-même fait il y a à peu près 25 ans. En défiant Mohamed Ali, c'est de redonner une crédibilité à ces lutteurs pour dire que on est de vrais combattants, des combattants qui doivent être pris au sérieux. Et cela va se traduire par des combats entre ses top stars à lui et des mecs du Pride. Pride, qui est une compagnie de shoot style au Japon. Une compagnie dont Inoki est très fan. Il va souvent assister à des shows là-bas. Enfin, il allait souvent assister à des shows là-bas. Et ça va très très mal se passer pour ces lutteurs. Notamment Yuji Nagata, qui est la première photo, qui va prendre un KO alors qu'il est champion du monde IWGP en quelques secondes. Contre Crocop. Donc voilà. De manière générale, les lutteurs New Japan vont passer pour des brels. Parce qu'ils vont plus ou moins tous prendre de grosses défaites dans les dents. Et ça va mettre à mal l'image New Japan Pro Wrestling. Et suite à ça, Inoki va flairer ce qui est sur le papier le bon coup Brock Lesnar. Sauf que ça va très mal se passer. Sur fond de problèmes d'argent, Lesnar ne va pas vouloir rendre la ceinture. Ça va mal se passer. Et tout ça va faire que New Japan va souffrir économiquement ensuite. Alors j'ai plus les chiffres, j'ai lu ça. Mais entre début 2000, avant qu'Inoki se lance dans son projet de faire affronter ses lutteurs contre des mecs de Pride, du Pride, et lors de son départ, entre, je crois que c'est 2005-2006, c'est au milieu des années 2000, les foules vont disparaître de chez New Japan. Les attendances vont être divisées presque par deux. Je sais plus les chiffres exacts, mais les gros shows vont être des flops comparé à ce qu'ils étaient quelques années avant. 2 fois moins de spectateurs dans les salles pour les gros shows. Et New Japan Pro Wrestling va également souffrir de la concurrence de la Noah qui a été créée au début des années 2000. Pour l'anecdote, suite à la mort de Giant Baba, Shohei Baba, il était prévu que Mitsuhiro Misawa, la plus grande star de la All Japan, reprenne en main le booking de la compagnie, mais la veuve de Shohei Baba voulait continuer la tradition de son défunt mari chez All Japan. Et Mitsuhiro Misawa avait plus une vision de rajeunir le produit, de le rendre un peu plus dans l'air du temps, et même en avance sur son temps. Donc c'est pour ça qu'il va partir de la All Japan, emmenant avec lui quasiment l'intégralité du roster de All Japan. Je crois qu'ils sont uniquement 4 à rester, ou 3 ou 4 à rester, notamment Toshiaki Kawada, ce qui va créer des tensions entre les deux. Mais bref, et Mitsuhiro Misawa va créer la Noah, qui va empiler les shows aussi énormes les uns que les autres. Et la montée de la Noah va coïncider avec la baisse de New Japan Pro Wrestling. Et New Japan Pro Wrestling va donc souffrir de la comparaison entre les deux produits. Sale période pour la New Japan Pro Wrestling au début des années 2000. Et donc il va falloir rebâtir derrière, suite au départ d'Inoki. C'est Jado et Gedo qui vont prendre les rênes du booking. Bon, vous connaissez certainement aujourd'hui. Et qui vont tabler sur deux jeunes lutteurs, à savoir Shinsuke Nakamura et Hiroshi Tanahashi. Shinsuke Nakamura qui va être pushé au début des années 2000 par Antonio Inoki, parce que Nakamura a fait des arts martiaux. Il va être champion très jeune. Mais vraiment, la deuxième partie de la décennie, ça va être Tanahashi un poil devant Nakamura. Parce que je pense qu'on a mis le titre sur Tanahashi pour qu'il puisse exister plus que Nakamura. Nakamura n'avait pas encore comment dire, n'avait pas encore son personnage très marqué comme il l'a aujourd'hui et comme il l'avait chez New Japan après 2010, durant les années 2010 plutôt. Mais il avait quand même ce charisme
qui était déjà plus prononcé que Hiroshi Tanahashi, donc il pouvait plus facilement exister sans la ceinture de champion du monde. Et donc ces deux-là vont incarner New Japan Pro Wrestling durant la deuxième partie des années 2000 et au début des années 2010. Et ensuite on arrive aux années 2010, sur lesquelles je vais prendre un peu plus de temps, parce que c'est quand même les années que vous connaissez le mieux, je pense. Donc je vais résumer les années 2010 très simplement. Je vais les résumer à un homme qui est au centre de l'image, à savoir Kazuchika Okada. Donc il va revenir avec sa gimmick de Rainmaker. Donc pourquoi Rainmaker? Eh ben, pour le paraphraser, c'est pour faire pleuvoir un nouvel âge d'or sur le catch japonais. Donc il serait intéressant de voir à la fin de cette décennie où il en est dans ce projet. Okada, quand il va revenir chez New Japan Pro Wrestling et qu'il va avoir son gros push, bon, il va rejoindre le clan Chaos, il va avoir Gedo comme manager, mais c'est pas vraiment le point. C'est juste qu'il va être mis direct comme un main event. Il va être mis over direct. Il est vendu comme le résultat du meilleur du catch japonais, du meilleur du catch mexicain et du meilleur du catch US ensemble. Parce qu'il a catché au Japon, au Mexique, aux États-Unis. Et il va être vendu comme celui qui est un peu le meilleur, de par son expérience en formation, hein, entre guillemets. Donc il va revenir, il va battre Hiroshi Tanahashi très rapidement. Il va devenir champion du monde à 24 ans. Le visage de la compagnie, je crois que c'est le plus jeune champion de New Japan de l'histoire, le plus jeune champion poids lourd en tout cas. Tout va être fait durant ces années-là. Tout va graviter autour de Okada. Donc il va être mis en face d'Hiroshi Tanahashi directement. Sa suite de matchs contre Hiroshi Tanahashi, bien que je sois pas aussi fan que le reste des gens, va faire beaucoup parler, va mettre des yeux sur le produit New Japan, va créer un nouveau public autour de New Japan Pro Wrestling. Okada, pardon, ça va durer plusieurs années entre Okada et Tanahashi. Okada va également se frotter à Nakamura. En 2014, AJ Styles va rejoindre New Japan Pro Wrestling, ce qui va aider au marché US et au marché européen dans une moindre mesure. Certains vont aller suivre AJ Styles au Japon, suivre son parcours au Japon, ça va ramener des yeux encore sur le produit. Et en 2016, suite au gros coup WWE qui va recruter et AJ Styles et Shinsuke Nakamura, c'est vraiment un événement qui a fait beaucoup parler à l'époque. Et je pense que beaucoup de gens se sont intéressés à New Japan parce qu'ils ont entendu que des éloges sur AJ Styles et Shinsuke Nakamura. Je pense que des gens sont allés voir ensuite ce match et que sont devenus fans des deux. Et je pense que ça a fait que des gens se sont intéressés à New Japan Pro Wrestling. Parce qu'ils se sont dit qu'il se passe vraiment des choses énormes là-bas. Et ce qui aurait pu être un très gros coup un très gros coup dans le côté négatif pour New Japan Pro Wrestling va se transformer un peu en bénédiction. Parce que le départ de ces deux top stars va libérer de la place. Donc on est en 2016 à Wrestle Kingdom 10. Le départ de Nakamura et Styles vont libérer une place en main event pour celui qui, lors de Wrestle Kingdom 10, a perdu dans le match de championnat pour le titre Junior Heavyweight, à savoir Kenny Omega, qui va être très bien pushé par New Japan Pro Wrestling en 2016, jusqu'à Wrestle Kingdom 11. Donc en un an, Kenny Omega est passé du match pour le titre Junior Heavyweight au match pour le titre IWGP Heavyweight. Donc en un an, gros travail autour de Kenny Omega, qui rejoint le Bullet Club, qui a rejoint le Bullet Club. Le Bullet Club a également beaucoup aidé à la notoriété de New Japan Pro Wrestling. L'histoire entre Kenny Omega, Kota Ibushi, les Golden Lovers va être très bien reçue. Et je pense que ça a confirmé les gens, s'il le fallait, que New Japan, c'est pas juste des combats, c'est également des storylines très bien écrites. Alors la storyline des Golden Lovers a commencé bien avant New Japan, mais elle a été très bien narrée pendant tout leur run chez New Japan Pro Wrestling. Et Kenny Omega et Katsushika Okada vont donc s'affronter à Wrestle Kingdom en 2017.
et vont faire, selon beaucoup d'avis, c'est pas mon avis, mais selon beaucoup d'avis, le plus grand match de toute l'histoire du catch. Et donc ça va faire énormément parler, cette affaire. Il va y avoir ensuite une trilogie durant l'année 2017 entre Okada et Omega, qui pour certains, notamment Dave Meltzer, le journaliste de catch le plus influent au monde, ça va être les 3 plus grands matchs de l'histoire du catch. Et ça va faire énormément parler, tout ça. Et New Japan Pro Wrestling va donc bénéficier largement des retombées de ce coup de publicité. Parlons de coup de publicité ensuite. Donc vous aurez remarqué que jusque-là, tout le monde a été amené à un moment ou à un autre autour de Kazuchika Okada, qui est le visage de la compagnie. Donc on fait profiter de toutes les bonnes choses à Okada, ce qui est un bon coup pour le business pour créer une star, une méga star. Ensuite va arriver Chris Jericho. Chris Jericho qui va être crédité pour la réussite à l'international de Wrestle Kingdom en 2018. Wrestle Kingdom en 2018, Wrestle Kingdom 12, et le Wrestle Kingdom à l'époque qui a été le plus suivi à l'international. Et ce fait-là a été attribué à Chris Jericho, je veux bien le croire, personnellement. Ça, en plus, apporte une notoriété grandissante à New Japan Pro Wrestling. New Japan Pro Wrestling qui a également noué des partenariats sur la dernière décennie avec plein de compagnies. WXW, Rev Pro, Ring of Honor, TNA avant ça, CMLL. Voilà, dans son projet d'expansion à l'international, le Japan Pro Wrestling fait un sans faute sur toute cette année, sur toute cette décennie 2010. Cela va se traduire en 2019 par le Royal Quest, qui est le premier show que New Japan Pro Wrestling donne en Europe depuis 15 ans, sans association, sans affiliation, pardon, avec une autre compagnie. C'est vraiment le premier show 100% New Japan en Europe depuis une quinzaine d'années environ. Donc c'est vraiment la preuve que New Japan Pro Wrestling est en très bonne santé économiquement. Pour preuve, sur le dernier exercice financier, New Japan Pro Wrestling a dégagé 50 millions de dollars de bénéfices, ce qui est le plus gros bénéfice sur une année économique de toute l'histoire de New Japan Pro Wrestling. Voilà pour l'état financier de New Japan Pro Wrestling qui se porte très très bien. Le petit logo en bas à droite, vous n'aurez pas échappé à la news qui est tombée il y a peu, à savoir une branche américaine pour New Japan Pro Wrestling. Donc voilà, dans le souci d'expansion de New Japan, tout se passe très bien. Et cela peut paraître un peu anecdotique, mais moi, bien au contraire, je trouve ça extrêmement symbolique que New Japan Pro Wrestling retrouve son lustre d'antan en ayant à sa tête comme visage un mec qui n'a, enfin un lutteur pardon, qui n'a aucun rapport avec Antonio Inoki. Voilà, Antonio Inoki a plombé New Japan Pro Wrestling au début des années 2000. Il a fallu du temps pour reconstruire. Nakamura, Tanahashi, il a fallu passer par ces années de transition, de reconstruction. Et qu'on mette en avant Kazuchika Okada, quelqu'un qui n'a eu aucun rapport avec Antonio Inoki a priori, puisqu'il n'a pas été formé au New Japan Dojo. Et que ce mec-là incarne le renouveau de New Japan Pro Wrestling et la meilleure période de New Japan Pro Wrestling, au moins économiquement. Et ben moi je trouve ça très symbolique. Voilà. Étant donné qu'on arrive à la fin des années 2010, qu'on va bientôt basculer sur les années 2020, sur la décennie suivante, où en est Kazuchika Okada dans son envie de faire pleuvoir un nouvel âge d'or sur le catch japonais? Alors est-ce qu'il a réussi ou pas? Oui ou non? Alors je dirais non. Parce qu'on parle du catch japonais dans son ensemble. Si on parle uniquement de New Japan Pro Wrestling, la réponse est bien évidemment oui. Financièrement, New Japan ne s'est jamais porté aussi bien. Je pense que New Japan n'a jamais eu autant de fans. Je pense également que New Japan n'a pas eu un produit d'une aussi bonne qualité depuis les années 90. Parce que les années 2000, sous Inoki, puis dans la reconstruction, c'était pas la panacée. Début 2010, selon certaines années, c'était plus ou moins bien.
Mais je pense que là, sur ces 2 dernières années, je pense qu'on a un produit un produit qui a dépassé en termes de qualité tout ce qui a été fait depuis les années 90, qui est le dernier âge d'or de New Japan Pro Wrestling. Donc, si c'est pour faire pleuvoir un âge d'or sur New Japan Pro Wrestling, la mission est réussie. Financièrement, en termes d'image, en termes de qualité, tous les voyants sont au vert. Ensuite, si c'est pour faire pleuvoir un âge d'or sur le catch japonais dans son ensemble, euh, on n'y est pas encore. Je pense que indirectement, il peut influencer parce que, étant donné que New Japan Pro Wrestling se porte hyper bien, ça peut, si les autres compagnies se débrouillent bien et font en sorte d'intéresser un minimum les gens sur leurs produits, faire un peu de buzz autour de leur compagnie, puisque le catch japonais est de plus en plus suivi, ça peut inciter des gens à suivre d'autres compagnies s'ils entendent parler de choses qui sont vraiment bien. Euh, Et donc, si les autres compagnies, All Japan, Noah, Dragon Gate, ou peu importe, sortent la tête de l'eau, et vraiment, sans aller non plus jusqu'à se hisser au niveau de New Japan, mais à se porter bien mieux que ce qu'elles ne sont aujourd'hui, que dans l'état dans lequel les différentes compagnies sont aujourd'hui. Là, effectivement, on pourra parler de nouvel âge d'or s'il y a aussi une diversité dans les produits et dans ce qui marche au Japon. Parce que l'âge d'or, c'est vraiment dans les années 90, dans le cadre japonais, avec New Japan Pro Wrestling et All Japan Pro Wrestling, qui sont les deux grandes compagnies et qui ont un produit quand même assez différent. Le Joshi n'a jamais été aussi populaire. Vous aviez le shoot style qui était très populaire, le catch hardcore avec la FMW de Onita. Vraiment, il y avait plein de promotions qui marchaient avec différents publics, différents produits. Donc voilà, on touche à la fin de la vidéo. Voilà, une vidéo qui est quand même déjà pas mal longue, mine de rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc déjà, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Euh, J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que vous aurez envie de regarder un peu de vieux catch. Voilà, je vous ai aiguillé durant les différentes décennies, qu'est-ce qu'il faut regarder. Parce que c'est vrai que quand on essaie de s'intéresser à du old school, on ne sait pas trop par quoi commencer. J'espère que cette vidéo pourra vous aiguiller. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et pour les novices qui veulent suivre New Japan Pro Wrestling, un peu ceux qui ne connaissent pas, déjà merci à vous d'avoir fait l'effort de regarder cette vidéo. Et si jamais le catch japonais vous intéresse, comment regarder le catch japonais? Vous pouvez regarder le catch japonais sur sur le New Japan World, pardon. C'est un site de streaming où vous pouvez suivre en direct les shows New Japan ainsi que les shows qui ont déjà eu lieu, les shows du passé. Vous avez une énorme base de données. Et vous avez également, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, une dizaine de shows qui sont disponibles en français, commentés par Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo, qui commentent aujourd'hui AEW en France. Donc peut-être que vous connaissez AEW, mais que vous ne connaissez pas trop NJPW. Donc vous pouvez vous inscrire sur New Japan World. C'est gratuit le premier mois. À savoir que si vous inscrivez par exemple le 20 novembre, ce sera gratuit jusqu'au 1er décembre. Donc vous n'aurez entre guillemets que 10 jours gratuits, alors que si vous inscrivez le 1er décembre, ce sera gratuit jusqu'au 1er janvier. Donc vous aurez un mois entier. Donc il vaut mieux s'inscrire au début du mois pour profiter du mois gratuit le plus longtemps possible, se faire une idée. Donc voilà, les shows sont disponibles en français sur NJPW. Si vous connaissez vraiment pas, je vous invite à regarder d'abord les shows en français pour connaître les lutteurs, l'histoire entre eux, la manière dont se passent les matchs au Japon. Tout cela est très bien compté par Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo qui font du très bon travail. C'est très accessible quand vous suivez leurs commentaires. Voilà, donc si jamais tout cela vous intéresse, vous pourrez ensuite aller poser des questions sur Twitter aux deux intéressés, Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo, qui pourront vous répondre si jamais vous avez des questions sur le produit. Si vous en avez, vous pouvez les poser dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver rapidement sur la chaîne. J'ai un peu de montage à faire pour la prochaine vidéo de TEW.
Donc je vais essayer de faire ça rapidement pour pouvoir la poster. Ensuite, on va se retrouver pour des reviews de shows, les séries, les shows NJPW, les shows des séries, enfin le week-end des séries. En décembre, il y aura les awards de fin d'année. Voilà, pour la première fois sur la chaîne, je vais faire des awards. Pour faire le bilan de l'année chez New Japan Pro Wrestling, chez WWE. Je ferai pas de vidéo pour NXT. Je fusionnerai peut-être NXT avec WWE, je ne sais pas. Je ferai pas d'award pour AEW parce qu'ils n'ont pas encore une année pleine en tant que promotion. Donc voilà. Donc voilà, je vous laisse là, la vidéo est bien assez longue. Je vous dis à bientôt sur la chaîne et merci d'avoir suivi la vidéo. Laissez un pouce bleu, des commentaires, partagez la vidéo, etc. etc. Vous avez l'habitude. Je vous retrouve bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde.